À la une, l'ouverture demain de la COP21, la conférence de Paris sur le changement climatique. Au nombre des 147 chefs d'État et de gouvernement, le président Alassane Ouattara, il va faire des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Le Premier ministre ivoirien est rentré du Maroc hier soir. Daniel Cablon-Duncan a participé à la conférence du SAIS, un forum d'échange de savoir-faire, de technologie et de valeur ajoutée pour la Chine et l'Afrique. J-1 des législatives et de la présidentielle 2015 au Burkina Faso. Les campagnes ont pris fin hier et c'est demain dimanche que 5,5 millions de Burkinabés sont appelés aux urnes. Bienvenue dans le point de l'actualité. Bonjour, merci d'être avec nous sur RTI 1. Ouverture demain dimanche de la COP21, la conférence mondiale de Paris sur le climat. Les chefs d'État et de gouvernement de 147 pays sont attendus pour l'ouverture. Pendant 12 jours, il va falloir trouver un accord lors de cette rencontre sur le climat. Le président ivoirien Alassane Ouattara est de la partie. Il va faire des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Abiba Dombele Saoué. Alassane Ouattara, le président ivoirien, sera au nombre de 147 chefs d'État annoncés à ce rendez-vous crucial sur le réchauffement climatique. Lors de la réunion préparatoire sur la COP21, tenue en marge du sommet sur la migration à Malte début novembre, le président ivoirien avait déjà bon espoir de l'aboutissement des négociations. Il faut qu'on s'y mette tous pour faire aboutir cette conférence qui est importante pour le climat, mais pour l'humanité. Nous allons tous nous engager pour que la conférence de Paris soit un vrai succès, surtout dans l'intérêt de l'Afrique. Et justement, pour défendre les intérêts du continent africain, à la 21e conférence des Nations Unies sur le climat, le chef de l'État ivoirien fera des propositions à ses pairs. C'est d'encourager les grands pollueurs à polluer moins, d'aider les pays africains à développer des énergies renouvelables, et de mettre en place également un fonds qui puisse financer ces énergies renouvelables. Il y va de l'intérêt de l'humanité, parce qu'en réalité, l'Afrique n'a pas pollué, pollue très peu par rapport aux autres. Et nous ne devons pas, nous, être en retrait, et nous devons avoir toutes les ressources nécessaires pour qu'en nous développant, nous fassions moins de pollution que ceux qui se sont développés le 19e et au 20e siècle. Preuve que la Côte d'Ivoire est déterminée à améliorer le climat. Une délégation composée d'experts prendra part aux négociations. Elle traduira l'engagement du pays à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030 et pourquoi pas de 36% en cas d'appui financier extérieur. Dans un contexte d'alerte maximale face à la menace terroriste, Paris, la capitale française, sera sous haute surveillance pour la tenue de la COP21, la 21e conférence des parties sur le climat. Au total, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, en plus de l'interdiction de la grande manifestation pour le climat prévue se tenir ce dimanche 29 novembre, jour où démarreront les travaux. Le Premier ministre ivoirien est rentré du Maroc hier soir. Daniel Cablon-Duncan a participé à la conférence du SAIS, un forum d'échange de savoir-faire et de technologie. Il fait le bilan de la rencontre dans ce reportage signé Abou Sanogo. Parti représenter le président de la République Alassane Ouattara à la première édition du sommet des entrepreneurs sino-africains de Marrakech au Maroc les 26 et 27 novembre dernier, à l'invitation du roi Mohamed VI, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a regagné Abidjan. Pendant son séjour marocain, le chef du gouvernement a participé au panel portant sur le thème Afrique-Chine, le nouveau paradigme, aux côtés de l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin. Daniel Cablon-Duncan a également eu plusieurs rencontres avec des partenaires marocains. Le forum s'est bien passé. Nous avons rencontré au moins une dizaine d'entreprises chinoises qui sont intéressées par le secteur pétrolier, le secteur des mines, le secteur donc, des constructions disons que immobilières. Ce sont des entreprises qui comptent venir ici soit à la fin de l'année, soit au début donc, de l'année prochaine. La Côte d'Ivoire est retenue au niveau donc, des pays qui vont travailler à la pérennisation et à l'amélioration d'un tel sommet. Le sommet des entrepreneurs sino-africains a rassemblé à Marrakech plus de 400 participants, dont des chefs d'entreprise, des financiers et des décideurs de premier rang.
Lors de son intervention au sommet, le Premier ministre ivoirien a donné les opportunités dont regorge son pays et l'Afrique tout entière. L'ancien Premier ministre français s'est lui exprimé sur le point des relations sino-africaines. Gabriel Zani, envoyé spécial à Marrakech. Le sommet sino-africain des entrepreneurs SAES 2015 se veut une refondation de la politique chinoise à l'égard de l'Afrique. Et juste après l'ouverture du forum, des experts dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et bien d'autres personnalités sont intervenus à tour de rôle sur le thème Afrique-Chine, nouveau paradigme, pour proposer des pistes de réflexion sur les aspects à mettre en avant dans les relations sino-africaines. D'abord, la disponibilité donc, des ressources minérales, les ressources naturelles, qui sont donc très importantes au niveau de l'Afrique d'une part, mais aussi, surtout, c'est le capital humain qui est en devenir actuellement. Nous avons une population qui est jeune, qui a beaucoup de capacités et qui est en train d'être formée et qui devait donc offrir, disons que, des possibilités au niveau donc, de nos partenaires. Une série de conférences est également programmée autour des politiques économiques et des environnements opérationnels chinois et africains. Et pendant que le royaume chérifien prône la coopération sud-sud et demande l'établissement de partenariats triangulaires Chine, Maroc, Afrique, Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre français, préconise l'accompagnement des politiques africaines. Tout le travail consiste à faire en sorte que chaque entreprise, chaque organisme puisse travailler en bonne intelligence avec le meilleur partenaire possible et évite ainsi un certain nombre d'erreurs, de choix, de stratégies. Faire des choix stratégiques en définissant ses priorités, c'est ce qui doit guider tous ces entrepreneurs africains durant 2 jours au cours de ce forum. Un mois après le scrutin présidentiel ivoirien, la commission électorale indépendante a évalué le processus électoral. L'institution a eu une rencontre bilan à Yamoussoukro. Les conclusions avec Sidonie Davila. La commission électorale indépendante, CEI, ménage sa monture pour des échéances futures. Sur la base du bilan du scrutin dernier, des réflexions ont été menées pour en sortir des recommandations. Les principales recommandations concernent une réforme des textes. La CEI envisage également la révision de la liste électorale, puisque comme le code électoral le dit, la révision de la liste électorale se fait annuellement. Il s'est agi également d'accentuer la formation de nos membres et de nos agents. Et enfin, de rendre la sensibilisation plus proche des populations. Ces résultats sont le fruit de 3 jours de travaux des agents techniques et des commissaires centraux de la CEI. Ils serviront de repère à l'institution à la grande satisfaction du président Youssouf Bakayoko. Je constate avec satisfaction que ces réflexions nous ont permis d'arriver à des constats, je dirais, fort intéressants. Je puis affirmer que pour ce qui est des recommandations, je ne ménagerai aucun effort pour en assurer le suivi, y pousser des réflexions en interne afin de les traduire en actes concrets. L'atelier d'évaluation interne du processus électoral, une rencontre privilégiée pour le premier responsable de la CEI de féliciter ses agents pour les efforts fournis lors de la présidentielle, élection apaisée et de maturité qualifiée par les observateurs. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration est également à l'heure du bilan. Les partenaires nationaux et internationaux sont unanimes. La DDR est un modèle de réussite à partager. Sidonie Davila. La réussite du concept DDR, désarmement, démobilisation et réintégration post-crise, une expérience unique en Afrique, un cas d'école, ont conclu les experts au terme de 2 jours de travaux. Le présent séminaire international sur le processus DDR ivoirien a servi de tribune à l'équipe dirigeante de présenter les acquis. Ce résultat est le fruit du travail de tous les partenaires qui se sont accordés sur un but commun: assurer la réintégration socio-économique durable de tous les ex-combattants. La mission DDR, une tâche pas toujours aisée, facilitée par une implication et une disponibilité des partenaires. Les mandats confiés aux opérations de maintien de la paix ont accordé une place
de plus en plus importante au processus de DDR. Ceux-ci font désormais partie intégrante des efforts de consolidation de la paix après un conflit, tant pour la stabilisation immédiate de la situation dans un pays que pour son développement à plus long terme. Une performance qui constitue un réel motif de satisfaction pour le gouvernement dont l'engagement, et ce au plus haut niveau, a été un facteur important. Volonté politique réaffirmée par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cette belle performance a contribué à améliorer la sécurité et le climat de paix dans le pays. Pour arriver à ce résultat, le DDR en Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs facteurs favorables. C'est le lieu de saluer l'engagement personnel du président Alassane Ouattara dans le suivi de ce processus. Il s'agit ici, pour nous, de raconter notre histoire, notre cheminement, en espérant que notre parcours retiendra l'attention des spécialistes et des décideurs. La contribution de l'État et des partenaires dans ce processus durant ces 3 années d'action du DDR a permis d'insérer et d'intégrer 69 506, soit un peu plus de 93% des ex-combattants existants dans la base de données. Le modèle ivoirien, apprécié de tous les experts nationaux et internationaux, continuera d'alimenter d'autres processus dans le monde. Pour l'heure, le concept DDR post-crise se poursuit avec la mise en place d'une cellule de coordination, de suivi et de réinsertion pour une sécurité et une paix durable, CCSR. Des baraques et des fumoirs détruits, d'importantes quantités de drogue saisies et des individus interpellés. Nous sommes dans un quartier précaire de la commune de Cocody et c'est le bilan de l'opération menée par le commissariat de police et la gendarmerie nationale à Boussanego. L'opération de démantèlement de fumoirs et de destruction d'endroits à risque dans le district d'Abidjan se poursuit. Bananikro, gros bidonville situé à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody, zone criminogène. Sous ces manguiers peints aux couleurs rouge, jaune et vert, l'on fabrique, consomme et vend de la drogue à plein temps. Et juste à côté, des baraques fumoirs. Aujourd'hui, ce site n'existe plus. Il est passé au peigne fin par la machine. Une descente des hommes de la police du 35e arrondissement de la Riviera Palmeraie, de la gendarmerie nationale, des services techniques de la mairie de Cocody et de la police municipale de cette commune, conduit par le commissaire Simon Digbe, a permis la destruction d'une centaine de baraques fumoirs, la saisie de plusieurs cachets de cannabis et l'interpellation d'une quarantaine d'individus porteurs de drogue. Nous sommes là pour donc démolir d'abord des fumoirs et aux alentours de ces fumoirs-là, des baraques qui servent de gîtes à tous ceux qui fréquentent les fumoirs, qui sont en réalité des lieux où des bandits de grands chemins se cachent, viennent s'approvisionner en drogue et par la suite s'attaquent à des honnêtes citoyens et donc font grandir l'insécurité à la Riviera Palmeraie. Et nous n'allons pas donc baisser la garde, nous allons donc les traquer jusqu'à ce que la zone soit véritablement pacifiée et débarrassée de tous ces bandits de grands chemins. L'opération vise à lutter contre la criminalité et le grand banditisme. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opération Brise apaisante et se poursuivra dans les autres communes du district d'Abidjan. Direction Yamoussoukro pour la 3e édition du Forum des entreprises à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Au menu, le cadre de collaboration avec les partenaires du système éducatif et surtout le recrutement de jeunes diplômés sans expérience professionnelle. Kader Sagodego. Pour la mise en œuvre de sa vision stratégique, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny mène diverses activités qui contribuent à son rayonnement. Depuis 2013, l'école initie le Forum des entreprises, un cadre d'échange entre enseignants, étudiants et entreprises. 2015 marque la 3e édition et a pour thème de la gestion prévisionnelle en entreprise au recrutement de jeunes diplômés sans expérience professionnelle. Un thème qui illustre parfaitement la volonté des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui accordent une importance particulière à l'employabilité. Dans un même endroit, les responsables des établissements, les enseignants, les étudiants et les entreprises pour discuter et réfléchir sur des possibilités de partenariat. Cette activité est en parfaite ligne avec l'objectif de l'employabilité
que nous nous sommes assignés. De nombreuses entreprises présentes à ce forum avec des stands visités par des étudiants ont leur méthode de recrutement des jeunes diplômés. Le contenu du partenariat nous autorise ici à participer parfois aux formations, à donner des thèmes d'études. Et ces élèves-là, ils ont déjà eu à effectuer des stages chez nous, donc ils savent ce que c'est. Et indépendamment même de ça, quand nous les recrutons, nous leur donnons une formation au métier auquel ils sont destinés. Des tables rondes ont occupé une place importante dans les 2 jours consacrés au Forum des entreprises de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Insertion socio-économique des populations vulnérables de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après 20 mois d'exécution du projet mis en place par le gouvernement et ses partenaires, le ministre chargé de la jeunesse et de l'emploi fait le point. FBOI. 20 mois d'exécution du projet PRISE, projet d'insertion socio-économique des populations vulnérables de l'Ouest, et c'est le bilan à mi-parcours. 2 jours donc pour le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour s'imprégner des résultats. La première journée à Mans, dans la région du Tonkpi, échange avec l'essentiel des partenaires de mise en œuvre et des bénéficiaires. La seconde journée, visite des terrains en Touba dans la région du Bafing pour toucher du doigt les impacts sur les bénéficiaires. Au niveau des résultats palpables, il faut dire que nous avons pu, au travers des modèles d'intervention, dont l'option A, le semi-crédit et les AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit, créer près de 2000 emplois. Donc ce sont des populations qui donnent des activités économiques. Les activités, c'est des activités agricoles, des activités d'élevage, des activités de transformation, des activités aussi d'achat-vente, de commerce. Source de vie qui m'a enlevé dans cette situation à Touba. Vraiment, je suis très heureuse. Le ministre Sidi Touré, impressionné par les témoignages poignants, le projet PRISE pourrait donc faire école. Nous sommes agréablement surpris parce que le projet PRISE commence à avoir un impact réel et concret. On voit des gens qui ne demandent pas grand-chose, qui à partir d'un minimum, c'est souvent 50 000 francs, c'est souvent 10 000 francs, arrivent à sortir de la pauvreté. L'expérience est probante ici. Dans la région ouest, nous allons démultiplier cette opération dans d'autres régions dont nous allons appeler les contributions de nos partenaires techniques et financiers. Lancé en février 2014, le projet PRISE a pour objectif de créer de meilleures conditions de vie à travers les activités génératrices de revenus pour les groupes vulnérables et marginalisés des régions du Tonkpi, du Cavali, du Guémon et du Bafing. Le projet est administré par la Banque mondiale sur financement de l'État japonais à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA. L'ONG internationale Rescue Committee IRC est l'agent d'exécution du projet. Il cible à terme 8 000 bénéficiaires de 2013 à 2017. Pour cette phase 1, ce sont 3 000 bénéficiaires qui sont touchés. La commune de Soubré, dans le sud-ouest ivoirien, le conseil municipal ouvre un bâtiment de 3 salles de classe et 2 écoles maternelles. La clé de ces infrastructures scolaires a été remise aux acteurs du système éducatif de la commune. Doigt de laser. Un bâtiment de 3 classes du primaire et 2 de la maternelle offert à des groupes scolaires de la commune de Soubré. Ces infrastructures scolaires et préscolaires ont été réalisés par le conseil municipal de la ville qui contribue ainsi à offrir un cadre d'études plus confortable aux élèves de la localité. Pour le maire de Soubré, Lassina Traoré, les enfants de la commune doivent être enseignés dans un environnement sain car ils constituent des cadres de demain. Les attentes en matière d'infrastructures scolaires sont nombreuses dans la localité de Soubré, selon le corps préfectoral et la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique qui se réjouissent de cette initiative. 6 nouveaux bâtiments sont en construction dans 6 différents établissements scolaires de la ville de Soubré. 2 écoles primaires sont également en réhabilitation et les travaux devront être livrés dans les mois à venir. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial d'anarcade avec 600 000 tonnes. Mais la transformation de cette production nationale reste un défi important pour le pays. Une rencontre nationale s'est penchée sur la question. Kader Sogodogo. De 400 000 tonnes en 2011, la production de l'anarcade en Côte d'Ivoire atteint désormais les 600 000 tonnes. Le pays s'impose ainsi comme le numéro 1 mondial de l'anarcade. Le défi de la production gagnée, un autre défi non moins important se dresse devant la Côte d'Ivoire, celui de la transformation de cette matière première. En la matière, à ce jour, le pays transforme moins de 10% de sa production, un taux
que le ministère de l'Industrie et des Mines veut faire passer à 100% d'ici 2020. Pour y parvenir, le programme de développement de la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire a vu le jour avec 4 composantes. L'accès au financement pour la transformation, l'amélioration de la qualité, l'appui à la commercialisation et le renforcement des capacités. Le programme est présenté à Boaké aux responsables d'unités de transformation venus de tout le pays. L'État de Côte d'Ivoire veut appuyer les unités de production de la transformation de l'anacarde à avoir des outils, passer de 7% du taux de transformation à 100% à l'horizon 2020. Des participants qui attendent beaucoup de cet atelier. Nous-mêmes, on a pu installer une unité de transformation, mais on souhaite que l'État puisse nous accompagner par rapport au financement de cette unité-là. On attend beaucoup du programme de développement par rapport à notre unité de transformation. À la cérémonie d'ouverture, le Boéné Michel Hortense Amani, secrétaire général de préfecture Boaké, a exhorté l'ensemble des participants à accorder beaucoup d'intérêt aux travaux, car il y va de l'intérêt économique de la Côte d'Ivoire. Plus de 2 milliards de francs CFA octroyés aux régions de Gbeke et du Hambol. Il s'agit du projet d'appui au secteur agricole exécuté avec l'appui de la Banque mondiale. Une délégation des partenaires s'est rendue sur le terrain pour apprécier l'état d'avancement des travaux. C'est un reportage de Charles Tatou. Le Gbeke et le Hambol font partie des régions du pays reconnues comme zones où les planteurs d'anacarde éprouvent d'énormes difficultés pour écouler leur production. Depuis plus de 4 mois, grâce au PESAC, projet d'appui au secteur agricole, avec le financement de la Banque mondiale, les pistes de ces villages à forte production connaissent des travaux de reprofilage lourds. 85 km de pistes dans le Gbeke où la production est estimée à près de 50 000 tonnes. Bon, mais les gens viennent même nous remercier à la mairie, pensant que c'est la mairie. Mais je dis c'est un projet national conçu par le ministère de l'Agriculture et donc il faut remercier l'État. Dans le Hambol qui totalise plus de 70 000 tonnes, 10 villages bénéficient de ces travaux. Tout le monde est content. On est vraiment content parce qu'on avait des difficultés pour évacuer nos produits. Et même à cause de l'état de la route, souvent on chutait avec les engins sur la route. Coût global des travaux dans ces 2 régions, près de 3 milliards de francs CFA. C'est donc pour s'assurer du bon déroulement des travaux qu'une délégation composée de représentants de la Banque mondiale et des agences d'exécution du projet vient d'effectuer une visite de terrain. La filière anacarde a identifié ces pistes en tenant compte du tonnage de production à évacuer et en tenant compte également d'une logique de schéma structurant de transport et de mobilité au niveau des produits agricoles au niveau régional et départemental. Et aujourd'hui, la filière vraiment est satisfaite des travaux que nous faisons. En dehors des imperfections qu'il faut parfois rectifier sur les travaux, il faudrait une meilleure prise en compte des aspects environnementaux. Concernant la filière anacarde, le PESAC prend en compte plus de 370 km de pistes rurales issues des régions de Gbeke, du Hambol et du Gantougou. Les femmes du vivrier de la région du Guémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont sollicité l'aide du conseil Café Cacao. Des dons de kits agricoles, des kits scolaires et une ambulance à hauteur de 70 millions de nos francs ont été faits. Dans la région du Guémon, les femmes d'une coopérative de vivriers sont à la tâche. Une vaste superficie de 86 hectares sur laquelle elles cultivent du riz, de la tomate, des aubergines. Nombreuses sont les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs tâches. Elles lancent donc un appel. Nous avons besoin de machines, de motopompes pour pouvoir produire des produits de contre-saison. Donc ici, nous avons besoin de matériel pour retourner le sol, des tracteurs. Un appel qui a eu un écho favorable. Le conseil du Café Cacao offre des kits agricoles aux coopératives de vivriers des femmes de la région du Guémon. Des tricycles, des motopompes, des pulvérisateurs, des brouettes, des paires de bottes, des arrosoirs et divers autres objets. À Bangolo, comme a dit Okwe, les bénéficiaires expriment leur gratitude. Nous remercions vraiment Madame Lindsay Massangé. Je n'ai pas de mots pour remercier cette dame. Pour le conseil du Café Cacao, c'est un acte de solidarité. Quand les femmes du vivrier nous ont approchés, les femmes de l'ouest du vivrier nous ont approchés en nous disant « Venez vers nous, vous avez certainement un message à apporter à vos sœurs », on n'a pas refusé.
Donc si on est venu, c'est pour soutenir les braves femmes rurales de Côte d'Ivoire. Le soutien à ces braves femmes, c'est aussi les aider à scolariser leurs enfants et à se soigner. Des kits scolaires font également partie des dons et une ambulance médicalisée de 29 millions de francs CFA pour l'hôpital de Bangolo. Coût total des dons, près de 70 millions de francs CFA. Dans le domaine des transports publics, 200 chauffeurs ont été formés pour mieux conduire et adopter une meilleure attitude au volant. Ils passent maintenant à la phase pratique de cette formation. Estelle Brou et Patricia Omoetia. Des chauffeurs consciencieux, disciplinés, courtois et respectueux des règles de conduite. 200 chauffeurs de taxi, de Gbaka et de Woro sont maintenant prêts à relever ce défi après un recyclage de 3 mois. Ce que j'aimerais dire à mes frères, de conduire bien, de respecter les clients. Moi, en tout cas, quand je roule aussi, ils sont trop contents de ma conduite, ils sont trop contents de mon travail. Être courtois au volant, ça va respecter les clients, être tolérant sur la route. Vraiment, j'ai appris ça. C'est ce que je vais mettre à pratique. Les chauffeurs assurent à plus de 80% le déplacement des biens et des personnes. D'où l'intérêt d'une bonne formation des acteurs de cette profession. Nous comptons à terme former 2000 chauffeurs. L'objectif, c'est d'amener tous les chauffeurs à être au même niveau, à être bien formés, pour que la Côte d'Ivoire ait une belle image à travers eux. Le problème de l'encombrement, très souvent, est lié à l'indiscipline des chauffeurs. Et ceux qui sont souvent indexés, c'est les chauffeurs donc, de Wora, des taxis-compteurs et de Gbaka. C'est important qu'il faut vulgariser beaucoup ces formations de recyclage pour avoir des chauffeurs nouveaux donc, pour un pays émergent. Voilà. Les chauffeurs recyclés seront suivis sur le terrain par un cabinet de formation. La sensibilisation, le comportement, le civisme, le savoir-faire, le respect des clients, etc. C'est pourquoi quand vous regardez les Gbaka, ils sont 8, il y a de la place derrière. Ils vont prendre des passagers et on va voir comment ils vont se comporter. Ces taxis, Gbaka et Woro sont reconnaissables par ce message écrit sur la portière conforme. Une conformité qui fait d'eux des professionnels. D'autres formations de chauffeurs sont prévues dans toutes les communes d'Abidjan. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro en tournée dans les villages de sa circonscription administrative. Il présente aux populations sa vision du développement rural. Il échange également avec elles sur la question du financement des projets des jeunes et des femmes. Soro Corona, Kwadjo Kwame. Ndebo, village situé à une dizaine de kilomètres de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, a constitué la première étape de la tournée du gouverneur Augustin Thiam dans le district autonome de Yamoussoukro. Cette première rencontre a réuni de nombreux chefs de village, des responsables de femmes et de jeunes du département d'Atiéguaco. Au centre d'intérêt de cette tournée, des échanges avec la population sur le développement local dans le district autonome de Yamoussoukro. Pour Augustin Thiam, aucun développement ne peut être possible si la population à la base n'est pas impliquée. Le gouverneur a donc exhorté les chefs de village à soutenir les actions de développement initiées par le district. Nous allons reproduire ce genre d'initiative à travers tout le district et de temps en temps aller nous-mêmes sur place pour constater de visu l'état dans lequel se trouvent les populations dont nous avons la responsabilité, satisfaire leurs besoins du moins, prendre leurs doléances pour mieux répondre à leurs attentes. Pour appuyer la politique de l'école obligatoire, le gouverneur Augustin Thiam a fait don de tables bancs et de mobilier de bureaux à l'école primaire de Ndebo. Ce n'est qu'un début. Nous allons tout faire pour multiplier ce genre d'actions pour qu'on parle aussi de Ndebo. De nombreux projets de développement en cours de réalisation dans le district autonome de Yamoussoukro ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment la construction d'écoles primaires, de collèges de proximité, de maternités, l'électrification villageoise et la création d'activités génératrices de revenus. Fin de la campagne pour les législatives et la présidentielle 2015 au Burkina Faso hier vendredi. Et c'est demain dimanche que 5,5 millions de Burkinabés sont appelés aux urnes pour choisir leur président entre les 14 candidats en lice. Alexis Ouadraogo. Il y avait de l'animation ce vendredi dans les rues de la capitale burkinabé Ouagadougou. Pour cette dernière journée de campagne, parade et animation.
Face à l'interdiction d'utiliser des t-shirts et autres gadgets à l'effigie des candidats, certains ont fait le choix de couleurs, à l'exemple du Mouvement pour la paix et le progrès MPP qui a tenu son dernier meeting au stade du 4 août. Roch-Marc Kaboré annonce qu'il est élu un temps nouveau en rupture avec le Burkina de ces dernières années. Son principal opposant, Zéphirin Diabré, lui a préféré fermer sa campagne à Bobo-Dioulasso, à quelques 365 km de la capitale Ouagadougou. Il entend ramener le pays à sa valeur d'intégrité. Le programme que je propose là est intitulé Le vrai changement. C'est un programme de rupture sur tous les plans, à la fois de la gouvernance sociopolitique et économique et surtout sociétale, par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Il se fonde sur quelque chose de très important pour nous, qui est la question de l'identité nationale, que nous appelons le Burkinlim, qui est une sorte de philosophie que nous voulons remettre à l'ordre du jour, parce que c'est ça que nous ont légué nos ancêtres. Il y a un certain nombre de valeurs qui normalement caractérisent le Burkinabé. Le travail, la discipline, la sobriété, la solidarité, le patriotisme. Il faut qu'on ramène tout ça parce qu'on les a un peu perdus. Et si on ne les ramène pas, on ne pourra pas construire un pays nouveau. Au soir de cette campagne, les populations, elles, se veulent sereines. Dimanche, les citoyens burkinabés âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales, iront aux urnes pour exercer leur droit de vote. À l'exception toutefois de ceux de la diaspora résidant à l'étranger, une décision due aux difficultés logistiques qu'une telle mesure supposait. 17 000 bureaux de vote seront repartis à travers le pays, ouverts de 6h à 18h. Après le Kenya, le pape François est arrivé en Ouganda, deuxième étape de sa tournée africaine. Il a célébré une messe pour 45 martyrs de l'Ouganda, anglicans et catholiques brûlés vifs en 1887 en raison de leur foi, en présence d'une quarantaine d'évêques et de plus de 100 000 personnes. Au Mali, un camp de l'ONU a été attaqué à Kidal. 2 membres de la MINUSMA et un civil tué, 20 personnes également blessées. C'est aux environs de 4 heures du matin que des assaillants ont tiré en direction de la base de l'ONU. Aucune revendication pour l'heure. Aux États-Unis, 3 personnes tuées, dont un policier, hier vendredi dans une attaque contre un centre de planning familial à Colorado Springs. 9 personnes, dont 5 policiers également blessés. Pour l'instant, les motivations du suspect ne sont pas connues. Voilà, merci de votre attention. D'autres informations sur les www.rti.ci. Très bon week-end à vous.